On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 26, le cours noyau en lycée. Une séance d'approfondissement durant laquelle les élèves ont le choix entre plusieurs activités selon les sujets et compétences qu'ils ont envie de travailler. Voilà ce que propose Michael, professeur d'histoire-géographie en lycée à Dijon. En prenant le temps de travailler individuellement avec chacun d'entre eux, l'enseignant leur apporte à la fois les clés de la pensée critique et celles d'un apprentissage réussi. On y va, on est parti. Bonjour Michael. Bonjour Nathalie. Alors donc, je vous rappelle que nous sommes sur le thème « Étudier les divisions politiques du monde, les frontières ». Je mesure la chance que j'ai de pouvoir entrer dans vos classes pour chacun des épisodes. Vraiment, merci pour commencer. Tu nous présentes en quelques mots la séance que tu proposes à tes élèves ? Alors, cette séance, elle est inspirée de ce que plusieurs collègues ont appelé le programme noyau ou le cours noyau. Et il s'agit d'un des éléments à l'intérieur de cette stratégie qui s'appelle le cours noyau. Un cours noyau, pour faire vraiment très très simple, l'idée c'est d'essayer de centrer son propos dans des cours sur l'essentiel que l'on souhaite faire passer aux élèves. L'idée c'est d'aller vers l'approche la plus explicite et la plus simple possible, et pour ensuite proposer des activités d'approfondissement, des activités de mémorisation, des activités de remédiation qui vont favoriser la mise en œuvre d'une forme de différenciation. Et donc là, la séance à laquelle vous avez assisté, c'est une séance dite d'approfondissement. Et donc aujourd'hui, on va faire une activité d'approfondissement. Vous connaissez le principe. Je vous ai, pour ce jalon, préparé 3 fiches d'approfondissement. Donc en fait, on a fait un cours en début de semaine sur le limès rhénan. Donc on est dans une classe de première AGGSP, l'enseignement de spécialité. On est sur le thème des frontières et ils ont eu un cours sur le limès rhénan. Et lorsqu'ils arrivent aujourd'hui, je leur propose des fiches d'activité, plusieurs fiches d'activité. Donc la première, la plus simple, la plus traditionnelle, si vous ne vous sentez pas encore prêt sur la dissertation, l'objectif c'est de reprendre le cours qu'on a fait mardi pour pouvoir faire un plan de dissertation. La deuxième proposition, c'est la proposition d'approfondissement grâce à une IA générative. Je vous propose d'utiliser une intelligence artificielle générative pour répondre à cette question. Quelles sont les principales fonctions du mur d'Adrien pour l'Empire romain ? Notre objectif n'est pas seulement de me donner un plan détaillé de dissertation, ça va être aussi à l'oral de nous expliquer quel est le processus que vous avez mis en place pour pouvoir arriver à ce résultat. Troisième proposition d'activité pour aujourd'hui, une nouveauté. Réaliser un croquis. Ils ont le choix de prendre l'une de ces fiches d'activité selon le sujet qu'ils souhaitent approfondir et selon la compétence qu'ils ont envie de travailler. Pour une non-historienne que je suis, Michael, le limès rhénan, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour comprendre le principe du limès rhénan, il faut vraiment avoir en tête le thème de ce cours. Le thème de ce cours, c'est les frontières. Et donc on étudie les frontières d'un point de vue historique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue géographique. Et en fait on étudie plusieurs cas de frontières. Les frontières pour se protéger, les frontières pour diviser des territoires, des frontières pour diviser des systèmes idéologiques. Et donc on a plusieurs études de cas. Le limès rhénan, en fait, c'est la frontière extérieure de l'Empire romain.
Donc l'Empire, à un moment donné, a construit des frontières pour pouvoir bien faire la distinction entre l'Empire qui, selon les Romains, représente la civilisation et les autres qui représentent les barbares. Et donc ça s'appelle le limes. Merci pour ma culture générale. Donc voilà, sur ces 3 propositions d'activité, la première, vous la faites en mode individuel si vous choisissez celle-ci. Les 2 autres peuvent être réalisées en équipe de 3 à 4 personnes. En préparant ce numéro, je suis allée voir un peu la littérature sur ce qu'on appelle ce court noyau. Et alors j'ai lu que ça s'inscrivait sur une séquence en 3 temps, sur la réactivation des acquis, la phase de découverte du programme et son approfondissement, et la phase de consolidation. Est-ce qu'on est bien là-dedans, pour toi ? Alors oui, de manière générale, même si en fait on travaille avec plusieurs collègues dans ce qu'on appelle la team HG. Donc il y a beaucoup de collègues à côté de moi qui me permettent d'arriver à ces conclusions. On a réfléchi à des adaptations en lycée, puisqu'en fait au départ le programme noyau a été pensé par un collègue au collège, qui a vraiment fait un travail extraordinaire. Et nous, en lycée, on s'y retrouvait pas totalement. On considérait qu'il fallait qu'on s'adapte un petit peu. Et là, c'est le cas, en fait. C'est-à-dire le principe de réactivation au collège, par exemple, il va être beaucoup plus centré dans le travail en classe. Alors qu'au lycée, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus facilement extérioriser. Moi, dans ma pratique personnelle, je l'ai adapté à ce que je faisais depuis des années, à savoir les classes inversées. Et donc, cette phase de réactivation chez moi, elle prend la forme d'une activité préparatoire où les élèves sont amenés à acquérir en autonomie des connaissances de base qui vont nous permettre ensuite de lancer une réflexion plus approfondie en classe. Belle transition vers quelque chose que tu cites au début de ton cours. Tu parles d'un site, c'est ton site, sur lequel les élèves vont aller piocher tout ce dont ils ont besoin. Oui, effectivement. Donc les activités préparatoires, elles sont sur mon site, qui est un site ouvert, gratuit, public. La trame de cours, donc le support de cours que j'utilise lors de la phase 2, il est également disponible sur le site. Donc un élève qui aurait besoin d'aller retrouver un document, qui aurait perdu une partie du plan, peut aller se référer à cette trace de cours. Et les fiches d'activité que je propose en classe, elles sont aussi publiées. Pourquoi ? Alors déjà pour mes élèves, l'idée c'est d'arrêter d'envoyer ces documents via des espaces numériques de travail. Ils savent plus au bout d'un moment où est-ce qu'ils doivent le trouver, dans la messagerie, dans le cahier de texte, etc. Là, ils savent qu'il y a un site qui est ouvert jour et nuit, qui fonctionne tout le temps, et quand ils ont une question, ils vont toujours chercher les réponses ici. Ça me permet également d'avoir une petite dimension écolo aussi. C'est-à-dire que maintenant, je ne photocopie plus systématiquement tous les documents. Je les ai toujours en format papier, mais les élèves ont le choix. Soit ils viennent chercher le format papier, soit ils préfèrent aller consulter la fiche d'activité sur le site. Et moi, je leur dis que l'idée, c'est aussi de contribuer à moins de photocopies, et donc on abat un petit peu moins d'arbres. Alors même si après, on peut discuter du téléphone, etc. Mais voilà, il y a la possibilité qui est donnée. Et puis ensuite, il y a la notion de partage. C'est-à-dire que moi, tous mes documents, ils sont mis à la disposition de mes élèves, mais ils sont mis à la disposition d'autres élèves. Et en fait, pour les activités préparatoires, je sais que j'ai beaucoup d'autres élèves qui viennent les faire, ces activités, même s'ils me connaissent pas, même s'ils m'ont pas en classe. Et j'ai beaucoup de collègues qui viennent aussi prendre mes fiches d'activité et ils s'en emparent. Et c'est tant mieux. Voilà, l'idée, c'est qu'on mutualise tout ça. Qu'est-ce qu'on a étudié dans le cours de mardi ? Le 2, c'était frontières mouvantes, favorisant les échanges culturels et commerciaux. Ok, donc 1, protéger, 2, contrôler les échanges commerciaux. Cette approche du court noyau, c'est une approche qui sous-tend la mise en place d'une pédagogie dite active, forcément ou pas ?
Ah oui, oui. L'idée, c'est vraiment d'avoir des moments privilégiés en classe où ils savent que pendant 7 heures, je parle un minimum et c'est eux qui travaillent et c'est eux qui parlent et c'est eux qui font la reprise. Donc là, dans le cours que vous avez vu, je lance l'activité pendant 5 minutes. Je leur explique les activités du jour, je leur explique les objectifs et puis ensuite, ils se mettent au travail. Certains passent à l'oral et même la reprise, ce n'est pas moi qui l'a fait, ce sont les élèves qui font la reprise. Et alors j'ai aussi vraiment ritualisé cette partie pour m'assurer que les élèves soient bien attentifs. On a un gros problème quand on a des élèves qui passent au tableau. Les autres élèves de la classe ont tendance à considérer que parce que ce n'est pas le prof qui parle, c'est pas important. Et donc on note pas, on attend la correction du prof. Et ben là, moi, j'insiste sur le fait que je ne fais pas de correction. L'élève fait quelque chose, on note ce qu'il dit, ce qu'elle dit, et ensuite on en discute, on complète, on corrige. Mais moi, je ne repasse pas derrière pour redonner ce qui serait important. C'est ce que les élèves ont dit qui est important. Et ensuite, éventuellement, moi j'envoie des traces écrites par ailleurs. S'il y a besoin de compléter quelque chose et rassurer les élèves et leurs parents, on envoie des traces écrites. Mais je veux vraiment qu'on accorde toute son importance à la parole de l'élève. Et oui, on voit bien on entend bien dans cette phase de synthèse, tu as une consigne très claire pour les auditeurs et auditrices. Tu leur demandes de prendre des notes pour un résumé, pour faire des retours, pour faire des remarques et des conseils. Alors donc, comme d'habitude, on écoute Noah attentivement. Vous prenez des notes, s'il vous plaît. À la fin, je voudrais que vous soyez en mesure de me résumer ce qu'a dit Noah et de lui faire quelques petits retours pour lui dire s'il y a des choses à améliorer, il y a des choses à préciser au regard de la méthode. Noah, tu démarres quand tu veux. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et donc, l'idée, c'est bien aussi de rappeler cette chose qu'on leur répète souvent, mais qu'ils ont un peu de mal à entendre et à accepter. C'est qu'en fait, quand quelqu'un se trompe, c'est utile pour tout le monde. Et donc, on fait des remarques constructives, et c'est pas forcément à moi de faire une correction. C'est à eux d'y réfléchir et de dire, là, moi, je suis pas d'accord, ou j'aurais pas fait comme ça. Et chaque parole a son importance. Moi, derrière, je peux venir arbitrer, je peux venir trancher, mais c'est important que ce soit d'abord eux qui voient ce qui convient ou ce qui a été un peu moins réussi, et moi derrière je viens apporter une parole peut-être un petit peu plus structurée. Donc le sujet c'était quelles sont les principales fonctions du limes rhénan pour l'Empire romain. J'ai analysé le sujet et j'ai trouvé comme problématique quel rôle joue le limes rhénan entre la Germanie barbare et la Germanie romaine. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur cette manière de faire cours ? Ton cheminement, est-ce qu'il y a un avant et un après ? Il y a un long cheminement, très très long cheminement, qui passe par des classes inversées. Donc moi je suis un praticien des classes inversées depuis plus de 10 ans maintenant, formateur sur ces questions, etc. Et en tant que formateur, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est de bien constater que les classes inversées ne sont pas une méthode magique qu'il faudrait appliquer dans toutes les classes. C'est une stratégie, c'est une conception de l'enseignement qui réfléchit à la place de l'enseignement et de l'apprentissage, ce qui n'est pas la même chose. Et donc ça nous a amené, année après année, à réfléchir avec les collègues. À se dire, ok, il y a le principe des classes inversées de départ, mais ensuite on a des collègues qui arrivaient en formation en disant, ça fait 2 ans que je fais les classes inversées, mais du coup, la façon dont j'évalue mes élèves, ça va plus, parce que ça n'est plus adapté à la pédagogie que je mets en place. Et puis, l'architecture scolaire, l'organisation de ma salle de classe, ça va plus non plus, parce que la classe dite en autobus, ça va pas, puisque moi j'ai envie à un moment donné d'être à côté de mes élèves et pas en face de mes élèves. Donc on a cheminé comme ça, collectivement, grâce à des associations telles que Inversons la classe, et puis des nouvelles choses sont arrivées sur les compétences et notamment le plan de travail.
Et moi, là, je me suis retrouvé bloqué en tant qu'enseignant d'histoire-géographie, parce que le plan de travail, il fonctionne très bien en SVT, par exemple, ou en physique-chimie, où on fait acquérir aux élèves des techniques, et on peut laisser les élèves en autonomie avancer. Il y a un cheminement dans un cycle avec l'acquisition de compétences. En histoire, moi, en fait, j'ai un cadre chronologique. Et je ne peux pas laisser mes élèves cheminer. J'ai d'un côté le cheminement en compétences, mais j'ai d'un autre côté le cheminement en termes de programme qui est très contraint. Et je n'arrivais pas à trouver une solution. Et finalement, j'ai découvert le programme Noyau qui me laisse cette liberté de pouvoir donner des mini-plans de travail. Et puis ensuite, le dernier point sur lequel moi j'avais un gros manque, c'est le fait de vraiment pouvoir venir m'installer à côté de mes élèves et de faire de la remédiation à côté des élèves. Et j'arrivais pas à trouver la stratégie pour le faire. Alors en lycée, ils sont souvent entre 33 et 35. Comment trouver le moment de pas seulement répondre aux questions, mais de prendre le temps de s'asseoir 10 minutes avec un élève et de l'accompagner. Et là, maintenant, je peux le faire parce que je sais que j'ai des séances où ce n'est que ça. Et ma posture ne va être qu'une posture d'accompagnateur ce jour-là. Alors, ça a amené plein de conséquences. Par exemple, là, je viens d'acquérir une tablette. Alors, pas seulement une tablette, mais une tablette graphique. Parce que du coup, j'ai besoin de prendre plein de notes. Je les évalue, je vais à côté d'eux, je note ce qu'ils me disent et je note les progrès et derrière, moi, je remplis aussi leur dossier grâce à ce que j'observe et je n'évalue plus seulement en situation dite évaluation traditionnelle, j'évalue aussi parce que je les vois progresser, je les vois travailler, je me mets à côté d'eux lorsqu'ils travaillent. Protection des provinces romaines, contention des invasions calédoniennes. Il nous a dit, il y avait la Calédonie. Hein. Il y a la Calédonie en Bretagne. La Calédonie, c'était la France. Est-ce que j'ai mon téléphone dans le coin? Est-ce qu'on retrouve une similitude d'organisation dans tes cours Noyau? C'est la place du numérique, tu utilises le tétraède. Est-ce qu'il y a des rituels comme ça qui reviennent sur ces cours? Alors oui, il y a ces rituels qui s'installent, alors qui s'installent depuis 3 mois, puisqu'en fait c'est des choses que j'ai expérimentées sur l'année 2022-2023. J'ai réfléchi à tout ça, j'ai essayé de trouver ma structure et en fait je l'ai systématisé depuis septembre 2023. Donc effectivement, moi dans les rituels avant les séances d'approfondissement, il y a déjà la structure du cours. Mes élèves savent désormais qu'il y a des séances de cours qui ressemblent à des vrais cours magistraux, alors plus du dialogué que du magistral d'ailleurs, mais des moments où j'ai la parole et j'ai l'essentiel de la parole. Et ensuite, il y a des cours où je m'efface et je prends un autre rôle. Donc ça, ils le savent d'emblée quand ils rentrent dans la classe. Ils savent si ce jour-là, c'est eux qui vont être en train de m'écouter ou si c'est plutôt moi qui va être en train de les écouter. Et puis ensuite, sur la séance à laquelle vous avez assisté, là, le rituel, c'est celui que j'ai donné, c'est-à-dire on rentre, je présente les activités et les objectifs du jour, ils se mettent en activité, ils prennent un tétraède s'ils le souhaitent, ils travaillent soit en équipe, soit en mode individuel, et ils savent que à la fin il y a une présentation orale. Alors d'ailleurs, je précise que le temps par contre peut bouger. C'est-à-dire que là, on a eu une séance où tout se faisait dans 1 heure. Et donc, il y avait une activité de 20 minutes, puis ensuite un temps de mutualisation de 20 minutes. Il peut arriver que ce soit un temps de travail d'1 heure, enfin de 50 minutes, et ensuite une mutualisation de 50 minutes. Voilà, parce que quand on fait une vraie dissertation en entier, il faut aussi leur laisser le temps de réfléchir et de partir à la recherche d'informations. J'arrive. Pour le schéma, j'aimerais bien mettre le Danube et le Rhin qui passent, et je ne sais pas comment les situer par rapport entre les Germanies et les Espagne. Et en fait, exactement au tracé de ta frontière. Tu nous disais tout à l'heure que l'organisation
ta manière d'organiser ton cours te laissait du temps, du coup, pour t'asseoir à côté de tes élèves. Et du coup, ça me fait penser à la différenciation. Et j'avais envie de mettre en avant un outil que tu as créé sur Être Prof, qui est un kit sur différencier avec le numérique. Et je trouve que c'était le bon moment de le placer, parce que c'est une autre branche de cette manière de regarder à 360 ton enseignement. On va peut-être rappeler ce que c'est que le tétraède pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Alors, le tétraède est un petit outil très pratique qui est composé de 4 pointes. Généralement, on a une pointe jaune, une pointe orange, une pointe rouge et une pointe verte. Et l'idée, c'est d'apprendre à nos élèves l'autonomie lorsqu'ils sont en activité. Et donc, ce tétraède, ils vont, par exemple, le mettre en pointe verte en haut pour dire je suis en train de travailler, tout va bien, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'être dérangé. Ils vont mettre la pointe jaune ou orange quand ils veulent me dire j'ai une question, mais cette question n'est pas bloquante. Et donc, venez me voir quand vous avez un moment, mais je continue à travailler. La pointe rouge, c'est je suis totalement bloqué, au secours, il faut absolument que vous veniez tout de suite parce que là, je ne peux plus avancer. Merci pour cette présentation. Tu les fais travailler en groupe, en tout cas tu leur donnes l'opportunité de travailler en groupe, ça veut dire que tu leur laisses le choix ? Oui, ils ont le choix de la compétence qu'ils souhaitent travailler, le choix du sujet qu'ils souhaitent travailler parmi la liste que je propose, et ils ont, alors selon l'activité, le choix entre individuel ou collectif. Alors il y a des activités que je souhaite qu'ils fassent en mode individuel, mais ensuite les activités en collectif peuvent être réalisées en mode individuel s'ils le souhaitent. Voilà, ils ne sont pas obligés de travailler en collectif. Et ça, c'est quand même des choses qu'on sait depuis Freinet et qu'on a trop oublié. C'est que plus on laisse de choix à nos élèves, plus ils deviennent responsables et autonomes, ils se saisissent de cette liberté et ils progressent d'autant mieux et d'autant plus facilement et ils s'investissent davantage. Et oui, humainement, avoir un pouvoir d'action, c'est énorme pour être reconnu à sa place et s'engager, effectivement. Merci de le rappeler. On t'entend donner beaucoup de feedback en direct. Alors, le plan, super. Moi, ça me convient totalement. Il y a quoi problématique à chaque fois. Ouais, et en plus, là, vous voyez, vous faites bien l'effort de faire ce que je vous demande depuis longtemps, c'est on reprend les termes du sujet à chaque fois pour donner la partie. Donc là, au moins, on est sûr qu'on part pas de travers, et c'est pour ça que le plan, il convient. Est-ce que c'est une volonté explicite, c'est quelque chose que tu as travaillé, et quel bénéfice tu y vois ? Je me suis rendu compte que mes feedbacks n'étaient pas si efficaces que ça, voire pas du tout efficaces, grâce à une autre observation qui avait été faite dans ma classe dans le cadre d'une recherche, où on a enregistré mes élèves et on m'a enregistré moi sur toute une séance de travail. Et en écoutant et en analysant ces enregistrements, je me suis rendu compte que parfois mes élèves m'appelaient, me posait une question, je répondais à cette question de la manière la plus honnête et efficace que je le pensais, et puis finalement, en réécoutant l'enregistrement, je me rends compte que, comme j'ai l'enregistrement de ce qu'eux se disaient avant, je me rends compte que la question n'était absolument pas le problème qu'ils se posaient, et que du coup, moi, je réponds à cette question, mais en fait, je résous absolument pas leur problème. Et ça, c'est les meilleurs profs du monde avec la meilleure bonne volonté du monde, on n'y peut rien. C'est-à-dire à partir du moment où on est un espèce de petit papillon qui virevolte de table en table, on n'est pas là avec nos élèves et en fait nos feedbacks ne sont pas si efficaces que ça et parfois on tombe totalement à côté. Là, l'idée c'est vraiment d'essayer de prendre le temps d'un feedback et donc quand ils m'appellent pour poser une question, j'essaie autant que possible d'avoir une chaise et de m'asseoir. Et quand ils posent une question, généralement, ma première question, moi, c'est de leur dire comment vous en arrivez là ? Pourquoi vous me posez cette question ? Avant de répondre à votre question, est-ce que vous pourriez me résumer en 1 minute où vous en êtes ?
Et ensuite, je réponds à votre question. Et là, j'espère du coup avoir un petit peu mieux compris quel était leur problème pour pouvoir être le plus efficace possible. Mais encore une fois, ça nécessite du temps, ça nécessite de s'asseoir à côté d'eux. Et c'est tout bête, hein, mais aussi de préserver notre dos et préserver nos genoux, de pas être accroupi à côté d'eux, de vraiment être installé et de leur dire voilà, je suis tout à toi. Maintenant, on prend ces 5 minutes. Mais tu sais, c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est un peu l'expérience qu'on a eue sur être prof où on pensait qu'il suffisait de répondre aux questions que les collègues nous posaient et en fait on s'apercevait qu'on répondait à côté et qu'il y avait tout un travail d'identifier le besoin qu'il y a derrière cette question parce que la question elle est formulée d'une certaine manière pour qu'elle soit acceptable, pour qu'elle soit entendable et le besoin il peut être tout à fait ailleurs. Donc oui, cette capacité d'aller identifier le besoin derrière la question, c'est crucial. Yann, est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivé à ce résultat? Du coup, j'ai demandé de me créer un plan de dissertation. Il fallait que les parties soient des phrases qui répondent au sujet, qu'il fallait qu'elles soient avec 3 arguments chacun illustrés d'exemples précis. Du coup, à chaque fois, j'ai regardé le plan s'il était cohérent. J'ai juste reformulé parce qu'il m'a toujours pas donné de phrases, donc j'ai dû refaire des phrases. Les arguments, j'ai dû quand même lui redemander d'en trouver d'autres parce que parfois ils se répétaient. Et pour les exemples, je suis allée vérifier parce qu'il disait, voir si c'était juste et si les 2 sources qui le confirmaient. Dis-moi, on en a fini un peu avec les questions liées à ton cours. Petite question un peu personnelle, est-ce que tu te souviens de l'élève que tu étais, toi, en cours d'histoire géo? Vraiment. Quel élève j'étais? Ouais. Je pense relativement... Je sais pas, j'ai beaucoup de mal finalement à me remémorer parce que j'ai le regard déjà des résultats. Et en fait, je pense que j'étais un bon élève parce que mes notes étaient relativement bonnes et que j'ai bien réussi en histoire. Mais au moment où j'étais au lycée, je n'envisageais absolument pas d'être prof d'histoire. Hein. C'est venu après, cette vocation. C'est venu après. Et d'un autre côté, il y a quand même des petites anecdotes qui me montrent que je vais pas être l'élève le plus facile du monde parce que j'ai gardé très très précieusement des cahiers recouverts de discussion. Alors on discutait pas à l'écrit, mais en fait on avait un cahier de discussion qui était posé sur la table avec ma voisine en l'occurrence. Et j'ai aussi gardé très précieusement quelque chose qu'on m'a offert, les potes de ma classe m'ont offert pour mes 18 ans, un tableau d'un radiateur. Parce que on discutait aussi avec le radiateur. J'étais dans un vieux lycée et en fait j'étais au fond à côté du radiateur et le vieux lycée en fait il y avait le radiateur, il faisait du bruit, il y avait de l'eau qui coulait, etc. Et en fait on discutait aussi, j'étais pas le seul, hein, je suis pas fou, mais on dialoguait aussi avec le radiateur. Donc je me dis que je devais quand même pas être super sérieux quand même en classe. Super sérieux ou engagé ou intéressé et la responsabilité elle est double. Hein. J'aime bien poser cette question parce que ça donne à entendre un peu le vécu qu'on a eu et qu'on transporte forcément quand on devient enseignant. Donc merci pour cette réponse sincère. Merci beaucoup, bon week-end à tous. Allez, une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais comme plus petit pas possible à faire si on veut se lancer sur ce sujet du cours noyau? La première étape, pour moi, c'est une étape de relecture des programmes. Et elle est importante parce que elle entraîne beaucoup de culpabilité chez les collègues. On a des programmes qui sont très lourds. Et que ce soit d'ailleurs au primaire ou en secondaire, et ça s'accompagne souvent d'une culpabilité chez les enseignants qui se disent il faut absolument que j'avance, il faut que je cours, il faut que je boucle ce programme, c'est ma première responsabilité professionnelle. Et moi j'invite vraiment les collègues à relire ces programmes avec
une seule paire de lunettes, se dire qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est facultatif. Voilà, et avec quoi je veux qu'ils repartent tous obligatoirement, et là-dessus je suis intraitable, et qu'est-ce qui relève de l'approfondissement nécessaire pour la culture des uns mais peut-être pas des autres. Et une fois qu'on a fait ça, en fait automatiquement on gagne en efficacité parce que on va être beaucoup plus explicite dans les enseignements qu'on veut faire passer, et le reste on va supprimer un petit peu cette charge cognitive en disant tout ça c'est pour aller un peu plus loin, c'est pour votre culture personnelle, et puis c'est pour éveiller votre curiosité, et c'est important d'être curieux. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Merci, Nathalie. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.